Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la suite de notre chapitre sur la poésie. Hier, vous avez lu la nouvelle de Maurice Pons, j'espère que vous l'avez appréciée et que vous avez découvert que la fenêtre est un réel observatoire du monde extérieur, extrêmement privilégié, en particulier lorsqu'on est enfermé. La question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est comment le poète parvient à capter et choisir la matière poétique qui va lui permettre ensuite de concevoir, de fabriquer son œuvre poétique. Et pour ce faire, nous allons lire un très joli poème de Guy Wick. Je vais commencer par vous le lire. Eugène Guy Wick, regardez. Avant de regarder par la fenêtre ouverte, je ne sais pas ce que ce sera. Ce n'est pas que ce soit la première fois. Depuis des années, je recommence, au même endroit, par la même fenêtre. Pourtant, je ne sais pas ce que mon regard, ce soir, va choisir dans cette masse de choses qui est là, dehors, ce qu'il va retenir pour son bien-être. Il peut aller loin, peu de couleurs, peu de courbes, beaucoup de lignes, des formes accumulées par des générations. Je laisse à mon regard beaucoup de temps, tout le temps qu'il faut. Je ne le dirige pas, pas exprès. J'espère que ce soir il va trouver de quoi. Par exemple, un toit, du ciel, et que je vais pouvoir agréer ce qu'il a choisi, l'accueillir en moi, le garder longtemps, pour la gloire de la journée. Regarder de Guy Wick peut être considéré comme l'art poétique du poète, c'est-à-dire l'ensemble des règles qui, selon lui, vont lui permettre de produire une œuvre poétique. Alors que préconise Guy Wick ? Il préconise manifestement de regarder, c'est le titre de son poème. Pour être un bon poète, il faut apprendre à regarder, et en effet le regard est au cœur du texte, avec la répétition du verbe et sa reprise nominale par 2 fois dans le poème. Pour souligner l'importance du regard, le poète va jusqu'à le personnifier, le regard devient son complice, son assistant, chercher de glaner dans le paysage ce qui va pouvoir constituer sa matière poétique. On le voit dans le poème, ce que mon regard va choisir, ce qu'il va retenir, il va trouver, il a choisi. On a une réelle personnification du regard. Ce regard doit être affûté, c'est celui du chasseur qui attend le bon moment. Et c'est dans cette strophe qu'on le voit. Il faut laisser au regard beaucoup de temps, tout le temps qu'il faut. La fenêtre, ouverte, observatoire privilégié du poète, devient donc le cadre d'un petit tableau. On le voit au champ lexical de la peinture qui est employé dans cette strophe, couleurs, courbes, lignes, formes. Mais le poète nous demande de nous méfier. Le regard doit être particulièrement affûté. Pourquoi ? Parce que le spectacle que nous offre notre fenêtre est devenu tellement familier qu'on risque de ne plus rien trouver. Le complément circonstanciel de temps exprimant la durée depuis des années, l'idée que l'on regarde au même endroit, par la même fenêtre, et que l'on recommence, le préfixe « re » indiquant la répétition, nous indique que le poète nous demande de nous méfier. Attention, de savoir regarder un paysage dont on est familier. Par ailleurs, Guy Wick nous dresse un tableau plutôt sombre du paysage qui se profile à sa fenêtre. Excusez-moi, je reviens en arrière. Le spectacle est particulièrement hostile, on le voit dans la strophe 4. Il y a peu de couleurs, peu de courbes, beaucoup de lignes, des formes accumulées par des générations. On découvre un tableau probablement urbain, froid, sombre, anguleux, saturé, assez angoissant. Le spectacle que donne à voir la fenêtre n'est pas source d'inspiration pour le poète. C'est la raison pour laquelle le poète fait appel à son regard. Lui sait où glaner la matière poétique. L'adverbe d'opposition pourtant le marque très nettement. Si le paysage que l'on découvre par sa fenêtre semble triste ou trop familier pour qu'on lui découvre quoi que ce soit, le monde regorge de merveilles. Il ne faut pas se contenter de voir, il faut regarder. Il y a bien, nous précise le poète, une masse de choses qui est là, dehors. Une fois la matière poétique glanée par le regard,
le poète peut intervenir pour l'accueillir en lui et la garder longtemps, dit-il. Il va pouvoir, en travaillant cette matière poétique, en faire des textes qui vont le nourrir et le réconforter. Ce que préconise manifestement Guy Vic à travers cet art poétique, c'est que pour devenir poète, il faut apprendre à regarder. Compris combien Guy Vic estime que savoir regarder, c'est important quand on veut être poète. Il distingue bien l'idée de voir et de regarder, voir, subir de façon passive et involontaire, regarder, observer de façon intentionnelle. Nombreux sont les auteurs qui ont traité cette question. J'aimerais bien vous donner à entendre un auteur que j'aime bien, qui est un auteur voyageur, qui s'appelle Blaise Cendrars, qui est un romancier, un poète, un reporter, qui a une vie absolument extraordinaire. Je vous encourage à aller chercher un petit peu ce qu'il a fait et vécu. Je vais lui donner la parole parce qu'il reprend cette idée que même dans les petites choses qu'on voit tous les jours au quotidien, on peut réussir à voir des choses extraordinaires. Je lui donne la parole. Je crois que tout est inconnu dès qu'on commence à faire quelque chose. Et qu'on peut naître pour la première fois ou même pour la millième fois dans la même maison, dans une maison qui est toujours la même, où l'on découvre chaque fois de nouvelles choses. Un écrivain qui fait de nombreux retours sur soi-même, comme moi, eh bien, que voulez-vous, ne monte jamais le même escalier, ne descend jamais dans la même cave, n'est jamais à l'affût au sommet de la même tour. Il découvre toujours et sans cesse du nouveau. Tout dépend de l'heure, du climat, du moment, de l'humeur, de la fatigue. Parce qu'écrire, c'est une grosse fatigue et c'est bien ennuyeux. Et pour finir, pour conclure, je voudrais vous lire quelques mots de Sylvain Tesson, qui est un grand aventurier aussi, contemporain, qui a rédigé notamment La Panthère des Neiges. Il me semble que cet extrait va conclure à la perfection ce cours qui s'appelle Se mettre à l'affût. Je me jurais, une fois rentré en France, de continuer à pratiquer l'affût. Nul besoin de se trouver à 5000 mètres dans l'Himalaya. La grandeur de cet exercice, partout praticable, était de toujours procurer ce qu'on exigeait de lui. À la fenêtre de sa chambre, sur la terrasse d'un restaurant, dans une forêt ou sur le bord de l'eau, en société ou seul sur un banc, il suffisait d'écarquiller les yeux et d'attendre que quelque chose surgisse. On ne l'aurait jamais noté si l'on ne s'était pas maintenu aux aguets. Et si rien n'arrivait, la qualité du temps passé s'était trouvée accrue par l'attention portée. L'affût était un mode opératoire, il fallait en faire un style de vie. C'est dans cette perspective, chers élèves, que je vais vous demander à votre tour de vous installer près d'une fenêtre et de vous mettre à l'affût. Bonne observation, bonne écriture et à demain.